c'est la guerre civile, donc à la une de l'actualité, avec ces mots d'Emmanuel Macron que je vous propose d'écouter. Je pense que c'est hors sujet, la réponse de l'extrême droite, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. Et vous pensez que vous n'avez pas fait le travail jusque-là? Pas assez. Je suis obligé de le constater. Moi, j'ai beaucoup réinvesti. On a redonné des moyens. Je viens de m'en prendre une derrière la tête. On vient collectivement de s'en prendre une derrière la tête. Quand vous avez plus de 30% des gens qui votent à l'extrême droite aux européennes, sachant que personne n'est à peu près capable de dire quelle est la moindre proposition de l'extrême droite sur l'européenne, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont de confession musulmane et où issus de l'immigration, parce que l'un ne va pas avec l'autre, ça se recoupe pas, contrairement à beaucoup d'idées reçues, qui se disent je suis pas bien défendu, qui ont peur de l'extrême droite, et qui vont vers une offre qui est une forme de communautarisme. Puisqu'en fait, elle ne va pas au bout, elle n'assume plus du tout le cadre de la laïcité, c'est-à-dire une république qui est neutre et bienveillante pour les religions, et elle les enferme dans un communautarisme qui est un peu électoral. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. La guerre civile derrière, on en est là en France. Il y avait un article de Louis Osselter, dans le Figaro, qui disait qu'à l'Élysée, ils avaient beaucoup regardé le feuilleton, l'excellente série de Canal+, qui est La Fièvre. Eh bien, nous avons l'impression qu'en effet, Emmanuel Macron puise sa sémantique dans La Fièvre, sauf que aujourd'hui, ce n'est plus lui qui écrit le scénario. Alors la guerre, il adore ce mot. C'est Madame de Merteuil à la fin des Liaisons dangereuses qui dit et maintenant la guerre. Apparemment, ce mot la guerre, il adore ça, Emmanuel Macron. Qu'il s'agisse en effet, vous l'avez rappelé, qu'il s'agisse du Covid, qu'il s'agisse de tout, c'est la guerre. C'est-à-dire, il adore mettre le treillis. Voilà. Donc il faudrait regarder, durant ces 7 ans, combien de fois le mot « guerre » a été employé à tort et à travers. Le problème, c'est que là, il le fait dans une plaine qui est totalement sèche. C'est-à-dire, il gratte une allumette. Oui, mais c'est une dramatisation un peu grossière de fin de campagne. Je trouve que... C'est un euphémisme. Essayons de dire les mots sur les choses. On est au-delà de la dramatisation grossière. On annonce une guerre civile en France. Oui. Je veux dire, on a le droit quand même d'avoir des mots un peu durs sur ce président de la République qui annonce une guerre civile en France que lui-même déclenche par une dissolution. Vous avez complètement raison. Donc, et je trouve que ce qu'il a raté dans cette campagne... C'est quand même... je ne sais pas si vous vous rendez compte... Non, mais il joue sur la peur en réalité. C'est-à-dire qu'il déclencherait lui-même une guerre civile. C'est ce qu'il nous dit. Et ensuite, ce serait de la faute des Français s'ils votent mal. C'est ça qui est extraordinaire. Et personne ne semble surpris. Non, mais c'est extrêmement grave ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il y a une dissolution. On est au-delà de la dramatisation. Ce qu'il appelle l'extrême droite gagne, il estimera que c'est de la faute des Français s'il y a une guerre civile. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une dramatisation. C'est jamais de sa faute de toute façon. Un coup c'est l'Ukraine, un coup c'est le Covid. Dramatisation totalement outrancière qui témoigne quand même d'un manque de Emmanuel Macron dans cette campagne. C'est qu'il n'a pas réussi à susciter une dynamique et à créer du nouveau. C'est lui qui déclenche la dissolution et finalement il n'a que des arguments en contre. Il n'est pas capable de proposer quelque chose de nouveau en disant on va refaire une autre coalition, on change notre politique. Son seul argument, c'est effectivement la peur en fin de campagne. Et ça, c'est un argument de perdant. Et c'est sans doute dommage, à mes yeux. Mais tout est possible. Élodie Huchard, sur La Fièvre et les conseillers de l'Élysée, est-ce que vous rejoignez la thèse de M. Massescaron? Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que là, on va de plus en plus loin, on scénarise tout à l'extrême. Hier, dans sa prise de parole, il y avait 3 blocs, extrême droite, extrême gauche et lui, et aujourd'hui, il n'y a plus que 2 blocs, la guerre civile ou lui. S'il parle demain, il y aura peut-être lui ou lui. Et surtout, on voit, et dans son entourage, ils avaient théorisé il y a quelques semaines, un de ses proches me disait, quand on tâte sur le Rassemblement national, il faut aller sur le fond, les idées, les mesures, il faut arrêter les grosses ficelles. Dire que le RN est un parti anti-Frexit, ce qui n'est pas vrai, parce que plus on fait ça, plus finalement on met des personnes en direction du Rassemblement national. Et là, on voit que face au mur, finalement, tous ces bons préceptes auxquels le président de la République semblait plutôt favorable il y a quelques jours, en fait, il envoie tout balader, il explique que ça sera la guerre civile, et surtout qu'en fait, ces arguments, honnêtement, plus personne n'y croit, et ça ne prend pas, et je crois que ça ne convainc personne, mais ça peut convaincre d'aller voter ailleurs, en revanche. Claude Dacier qui n'a pas parlé. Non, mais les arguments ultimes, on les a désormais entendus. C'est donc la menace de guerre civile, c'est pas rien quand même. Oui. Pas un argument léger. Et la dernière fois qu'il y a eu une guerre civile en France, c'était quand? C'est l'Algérie, la guerre d'Algérie. Une partie de la population s'arme contre une autre. Même pendant la guerre d'Algérie, il y a eu des dissensions fortes. Mais je ne pense pas qu'on en soit arrivé jusque-là. On a failli. On n'est pas arrivé jusque-là. Bon, là, ce qui est un peu désespérant, c'est quand même
qu'on est dans la conséquence ou les conséquences de sa décision. Et je trouve que ce sont des arguments, encore une fois, ultimes, dangereux, qui tombent un peu à plat. Je peux me tromper, mais on verra ce que disent les enquêtes. Mais je n'ai pas le sentiment que les électeurs, globalement, soient profondément inquiets de la perspective que dessine. Et son impopularité n'a jamais été aussi haute. Cela dit, la guerre civile, je ne crois pas une seconde à cette éventualité, mais on voit quand même déjà se dessiner un certain nombre de postures et de positions qui ne sont pas acceptables. De refus, éventuellement, d'accepter le verdict des urnes. Ça, c'est pas bien. On voit ça dans les milieux de l'éducation nationale et autres. Jean-Claude, c'est pas bien. Quand vous parlez de la guerre civile, vous refusez, par définition, le résultat des urnes. Bien sûr. C'est-à-dire que non content de dissoudre l'Assemblée, vous avez l'impression que Emmanuel Macron veut dissoudre la démocratie. Et il y a quand même un problème. Non, mais là, alors, écoutons. Le deuxième argument, alors là, il a vu la Vierge, Emmanuel Macron, maintenant, sur la sécurité. Il ne l'avait pas vu depuis 7 ans. Il a vu la Vierge. Je ne peux pas vous dire autre chose, puisqu'il explique qu'il y a des problèmes d'insécurité en France. C'est plus un sentiment d'insécurité. Il s'est passé quelque chose en 24 heures. Il disait le contraire la semaine dernière. Mais là, il essaye de rattraper le temps perdu. Or, on ne rattrape jamais le temps perdu. Écoutons le président de la République. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur l'insécurité, c'est clair. Et c'est un de mes regrets. Et si, je veux dire, une des choses que j'ai retenues de l'élection aux européennes et du message envoyé le 9 juin, c'est ça. On doit aller plus vite, plus fort. Sur la violence des mineurs. À la fois par un effort éducatif, l'accompagnement des familles, une politique de la jeunesse, mais également en répondant beaucoup plus vite quand on a des mineurs qui deviennent délinquants. Il n'y a rien qui justifie des situations qu'on est en train de vivre, d'extrême violence, de viol de mineurs. Et donc là, il faut qu'on aille beaucoup plus vite, plus fort, comparution immédiate, peine immédiate, pour qu'à la fois elle soit visible par tout le monde et intelligible par tout le monde. Je vais vous dire, je trouve que moi j'ai envie de dire, c'est désespérant. C'est désespérant à ce niveau d'incompétence. C'est le même qui expliquait il y a une semaine que c'est les télés, en gros, qui étaient responsables du climat qui régnait dans ce pays. C'est le même. C'est le même. Oui, mais ça va au-delà, Jean-Claude. Oui, ça va au-delà parce qu'il est là depuis 7 ans. Voilà, exactement. C'est l'homme qui a nommé Éric Dupond-Moretti. C'est ça. Oui. C'est l'homme qui a nommé Éric Dupond-Moretti. Il n'est pas du tout sur cette ligne-là. C'est 7 ans de présidence pour arriver à ça. Mais enfin, ces gens... Je veux dire, Moi, je pense aux victimes. Pourquoi voulez-vous que les gens ne votent pas ailleurs ? Quand vous écoutez un président qui fait ce constat-là en plus, qui dit la grande leçon des Européennes, c'est l'insécurité. Mais enfin, il vit où ? Il vit où ? Il est où depuis 7 ans ? Non, mais il fait quoi ? Les gens lui disent quoi ? Il écoute quoi ? Enfin, je ne sais pas. Il avait un garde des Sceaux qu'il a lui-même nommé, qui a expliqué, première visite dans une prison, et il a expliqué tout de suite que les Français, au fond, souffraient de quoi ? D'un sentiment d'insécurité. C'est pas la seule erreur de casting qu'il a commise, il y en a eu d'autres. Nicolas Hulot. Je parlais de Nicolas Hulot hier soir. C'est à peu près la même chose. Le ministre de l'Éducation nationale, qui est passé tellement vite que j'ai oublié son nom. Mais on ne peut pas se tromper trop souvent quand on gère un État, sinon ça finit mal. Non mais, en fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça crée chez moi de la peine, de la tristesse. Oui, bien sûr. Moi. C'est plutôt de l'agacement, là. Parce mais non, moi, je vous assure, mais en fait, je suis... Non, c'est de la peine. Mais ils vraiment, se moquent de nous, non, faut je vous penser jure, aux ça me victimes, touche. à toutes les victimes qui voient ça leur me touche enfant parce que je tué. dis, ces gens-là, ils sont incapables de prendre... Ils sont déconnectés. C'est pas de la peine, c'est de la tristesse pour mon pays. C'est de la colère. C'est de la colère. C'est pas de la peine. Navré, mais... Et les parents qui ont leurs enfants tués, c'est plus de la colère quand ils entendent ça. C'est même pas incapable, c'est même pas de l'incompétence. Il fait partie de cette génération. Si, c'est de l'incompétence. Technocrates, Emmanuel Macron, pour lesquels, j'ai travaillé longtemps avec eux et je connais bien, pour lesquels tous les problèmes sont économiques et financiers. Et donc les questions d'insécurité ne rentrent pas dans le système de... Ils sont à côté... Enfin, au bout de 7 ans. Mais alors Philippe, comme ils sont en plus mauvais dans le domaine économique et financier, ça fait beaucoup. Enfin, sur l'insécurité, ils ont la palme. Pas tous ensemble, nous sommes à la radio. Pas tous ensemble. Philippe Guibert. Ça ne rentre pas dans son système. Donc il a nommé Darmanin,
qui lui était parfaitement lucide sur la situation, qui a eu des moyens en termes de policiers, mais pas en termes de réforme sur la politique menée. Et puis Dupond-Moretti, qui lui est dans une toute autre conception, qui appartient à une génération d'avocats qui n'était juste dans la défense des délinquants et la défense des droits des individus, mais qui n'a pas compris le changement de situation. Et donc la politique n'a pas avancé. C'est un gâchis. Non, mais... Moi, je rejoins ce que vous dites, j'ai de la peine. Jean-Claude Dacier. Moi, j'ai de la colère et pas de la peine si on veut, mais sur quoi le Front National, le Rassemblement National, pardon, a-t-il bâti le succès impressionnant qui est le sien, on l'a vu lors des élections européennes, non pas sur les problèmes économiques, il y en a et il y en aura, et on verra comment ils s'en sortiront, s'ils arrivent au pouvoir, ce qui me paraît aujourd'hui probable. Non, ça compte. Sur quoi? Les problèmes économiques, ça compte. La retraite, non, mais ça compte. C'est pas moi que vous allez expliquer ça. Mais cela dit, sur quoi le rassemblement a-t-il bâti son succès, non pas sur les problèmes économiques qui existent dans ce pays ô combien, mais sur les problèmes d'immigration et les conséquences. Le cortège de conséquences sur une immigration, non pas totale, mais une immigration devenue hors de contrôle et qui n'a pas l'air de soucier le président de la République. Il ne l'a pas vu, il n'a pas voulu le voir, ou il a fait semblant de le voir. Il est payé en retour. Et ça l'arrangeait parfois d'un point de vue purement cynique d'avoir le Rassemblement National en face de lui, qui lui permettait l'élection à perpétuité. Là, il a raté son coup, apparemment. Exactement. C'est très juste ça. Et ce qui est d'ailleurs... Parce que il y a aussi de cela, il y a le calcul cynique. Totalement. Et c'est là que tu peux être, alors pour le coup, en colère. Oui. Parce que ça, il le voyait, mais il ne voulait pas agir dessus, parce que ça lui permettait d'être réélu les mains dans les poches. Et ce qui est baroque, c'est... Et il n'a pas fait campagne en 2022. Et ce qui est baroque, c'est de voir aujourd'hui les mêmes qui se sont servis de ce mécanisme couiner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en disant « Mais c'est incroyable, nous existons entre la France insoumise et le Rassemblement National. » Massescaron, Joseph. C'est exactement... alors qu'ils ont vécu pendant 7 ans exactement sur ce même principe binaire. Alors écoutons Emmanuel Macron, en tout cas lisons-le parce qu'on a un problème de temps de parole comme vous le savez, il faut qu'on en aille beaucoup plus loin sur le sujet de la sécurité, ça on l'a dit, on l'a lu, ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour, ce sera la responsabilité des Français, c'est une curieuse phrase, hein, je vous assure, ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour, ce sera la responsabilité des Français, ce sera peut-être aussi celle du président Macron. Je pense que c'est hors sujet la réponse de l'extrême droite parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion ou une origine, on l'a lu. Il y a beaucoup de réactions, bien sûr. Moi, je pense que ce ne sont pas les programmes des extrêmes qui mènent à la guerre civile, comme il le dit, et c'est Éric Zemmour qui a réagi. C'est d'avoir laissé entrer depuis 20-30 ans des gens qui n'ont pas nos mœurs et notre culture. Donc, c'est une analyse effectivement différente. Et on peut rappeler qu'en 1974, Jean-Marie Le Pen avait fait 0,74% des voix. Ce qu'il appelle extrême n'ont pas toujours existé de cette manière-là en France. C'est peut-être une conséquence d'une certaine politique depuis 40 ans. Écoutons Marine Le Pen qui a réagi sur guerre civile. Il n'a pas beaucoup évolué, parce qu'il nous a fait toutes les campagnes présidentielles, moi ou le chaos. Je pense que les Français ont constaté qu'il était le chaos, il incarnait le chaos depuis sa première élection par ailleurs. Et je trouve que c'est un argument extrêmement faible, qui démontre d'ailleurs d'ores et déjà qu'il pense avoir perdu cette élection. Je vous propose d'écouter Pierre Mazeaud également, à la fois sur la dissolution et sur ce que doit faire le président Macron. Après une dissolution que je condamne, mais elle a eu lieu, je m'incline, mais on risque un gouvernement encore plus complexe que celui d'aujourd'hui, donc une situation encore plus difficile, et que pour arrêter ces difficultés graves pour notre pays, et par là même ses répercussions sur l'Europe, et voire même dans le monde, je suis de ceux qui pensent que le président de la République se doit de démissionner. Sauf que s'il démissionne, ça ne changerait pas grand-chose, puisque s'il y a une majorité, ou plus exactement, s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on ne peut pas toucher pendant 1 an. Mais ça dépend qui a la majorité. Mais on ne peut pas toucher la majorité. C'est un lien qui a été levé par Alexis Brézet du Figaro. Gérald Darmanin était tout à l'heure chez Laurence Ferrari. Il n'est pas sur la même position, Gérald Darmanin. C'est un peu subtil que le président Macron. C'est-à-dire qu'il ne renvoie pas dos à dos le Rassemblement national et la France insoumise. Il fait une différence. Il ne va pas aussi loin que François-Xavier Bellamy, qui dit entre le RN et LFI, je choisis le RN, mais on sent quand même une différence nette. Absolument. Et pour tout dire, on sent qu'il ne va pas au bout forcément de sa pensée, mais qu'on la devine.
président de la République appelle les Français à voter. Donc, les Français voteront ce qu'ils souhaitent, c'est la démocratie, après une campagne et après une défaite que nous avons subie. Parce qu'il faut mettre des mots sur les choses. Nous avons subi une grande défaite aux élections européennes. Je pense qu'il y a dans les programmes de certains candidats, la France insoumise en particulier, les germes de troubles extrêmement importants, des troubles de sécurité. Quand on veut désarmer la police, par exemple, évidemment, ça ne crée pas les conditions d'une paix civile. Ça, c'est pour le nouveau Front populaire. Oui, mais c'est extrêmement important. Je pense que beaucoup de Français seraient d'accord avec moi pour dire que la France insoumise est extrêmement dangereuse pour la société et c'est évidemment à rejeter. Et puis, il y a des germes de troubles sociaux extrêmement graves, moi je le pense aussi, dans les conséquences économiques des programmes démagogiques qui sont présentés. Je pense que le Rassemblement national est dangereux pour ma conception de ce que j'ai de la France, des protections des forces de l'ordre, des citoyens, de notre économie. Moi, je ne suis pas communiste, donc je ne vote pas Rassemblement national. Ils ont un programme communiste, qu'est-ce que je vous dis? Moi, je suis quelqu'un de droite qui croit à l'entreprise, à l'augmentation des salaires par le travail, au partage du profit aux salariés. Monsieur Bardella, il a changé 48 fois d'avis. Encore hier, il a changé une nouvelle fois d'avis sur la retraite. S'il fait la retraite à 60 ans, même avec les carrières longues, c'est 2 000 € de charges supplémentaires pour tous les salariés. Donc, vous comprenez, hein, ce n'est pas le même type d'attaque. Il y en a un avec la France insoumise qui remet en cause presque l'intégrité du territoire avec possibilité d'insurrection. Et l'autre, il dit le programme n'est pas très bon et ça va déclencher des mouvements sociaux parce que les gens ne seront pas contents et sur la compétence. C'est pas du tout la même chose. Totalement. Et en fait, là, une des raisons du vote Rassemblement national, c'est que beaucoup de gens sont sans doute alignés sur Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'ils ont la trouille de la France insoumise. Une trouille XXL. Sur l'immigration, ils ont très peur d'eux. Et c'est pour ça que quand Mélenchon sort de sa boîte à chaque fois, je pense que c'est contre-productif pour le Front populaire, parce que les gens ont peur. Entre le RN et LFI, je pense que les gens, les Français iront plus naturellement vers le RN. Il y a beaucoup de personnes de confession juive qui disent qu'elles préféraient quitter la France si jamais le nouveau Front populaire passait. Hein. Et LFI a pris le rôle du repoussoir. Oui. C'est depuis au moins le 7 octobre, voire peut-être avant, mais en particulier depuis le 7 octobre, c'est LFI qui a pris le rôle du repoussoir. Et ils ont tout fait pour. Ils ont tout fait pour. Ils le cherchent aussi. C'était une stratégie absolument pensée, dans des espoirs électoraux lointains, mais ça plombe complètement la gauche. Ça plombe complètement la gauche. Et donc, je trouve qu'ils ont une responsabilité. Ça plombe la gauche parce que le PS s'est allié avec eux. Hein. Ils auraient pu aussi ne pas s'allier avec eux. Oui, ils auraient pu. Oui, ils auraient pu. Mais les écologistes et les communistes ne voulaient pas. D'accord, mais le PS, il pouvait ne pas s'allier à eux, avoir des sièges quand même. Hein. Et Philippe Guibert, c'est l'instinct de survie de s'allier avec la France insoumise. Autrement, il n'y a plus de députés PS, il n'y a plus de députés Europe Écologie Les Verts. Et la gauche, l'instinct de survie, même s'ils sont d'accord sur rien, ils iront à la soupe. Parce que c'est comme ça. Je peux nuancer ce que vous avez dit. S'il y avait eu une petite alliance PS communiste écologiste, en laissant les filles en dehors, mais tu revenais comment à combien tu faisais comment dans un scrutin majoritaire à deux tours? Tu revenais quand même avec des députés, parce qu'il y a des fiefs. Il y a des fiefs. Ils ont un ancrage local quand même. Vous auriez eu dans chaque circonscription, vous auriez eu un député LFI, un candidat LFI, un candidat du mouvement que vous dites. Un candidat de la majorité présidentielle et un candidat RN, et vous pensez qu'avec 4 candidats, vous seriez revenu avec 100 députés? Peut-être pas 100. Peut-être pas 100, mais vous reveniez avec 80 députés. Et vous sauviez l'honneur et vous reconstruisiez autre chose. Mais ils veulent pas sauver l'honneur, ils veulent sauver leur place. Ils veulent leur poste. Monsieur Faure, l'honneur, il y a bien longtemps qu'il l'a oublié. Ce qu'il veut, c'est son siège. C'est son siège. Donc il veut sauver son siège. C'est sa circonscription. Bah oui, mais ils vont dans le mur à long terme. Hein. Ils vont dans le mur. Ils vont dans le mur, mais dans le mur. Mais non, vous verrez, la stratégie, elle va être payante pour eux. Elle sera payante. C'est-à-dire payante. Je suis pas sûr que les électeurs de Glucksmann votent pour le nouveau Front populaire. Il y aura plus de sièges PS qu'avant. En tout, il y aura une trentaine de sièges de plus pour la gauche. Tout partout. Mais il y aura plus de sièges PS pour eux, ils seront contents. Ouais, mais vous croyez qu'ils vont reconstruire quelque chose? Non, mais c'est pas l'objet. Olivier, il n'y a pas d'avenir, c'est pas une structure. Olivier Faure, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie sinon? Si demain il joue sa vie, il sait rien faire d'autre. Mais non, mais pardonnez-moi de le dire comme ça. Il ne sait rien. Mais il ne sait rien faire d'autre. S'il n'est pas c'est la folie des grands. Mais mais pardonnez-moi, il est député. S'il n'est pas député demain, il fait quoi? Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien.
rien. Ce n'est plus du tout la gauche que je connais qui de le dire. à gouverner en rassemblant le maximum de gens. Mais c'est pas plus du tout cette logique-là. mais ça nous a pas Non, mais échappé. parce qu'elle a raison, ils ont plus de travail. En fait, ils ont plus Il de sauve travail. son job, il pense à voilà, il faut manger. C'est pas ça qu'il vise, il vise un plus gros. Il vise un... C'est méprisant ce que vous dites. Mais c'est pas méprisant, je le pense. Je pense que ces gens pensent, Monsieur Faure, il pense à son siège et à son salaire, point. Voilà. Autrement, il aurait fait ce que vous faites. Pourquoi il l'a pas fait? Parce que je pense qu'il a été complètement mis sous l'emprise. Il s'est mis sous l'emprise de Mélenchon. Voilà. C'est trop facile, cette Oh là 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 là, mon Dieu. Je connais un petit peu. Oui, bah. Non, ils ont mon tous peur Dieu. pour leur poste. Je pense que Mon Dieu, mon Dieu. Non, il y a quand même Mon beaucoup de Dieu. la social-démocratie qui se sont élevés contre cet Thomas accord. Hill. Bien Pourtant, entendu. certains, Thomas Hill. François Hollande, ton idole, François Hollande, Thomas Hill. quand même.